très heureux d'être ici pour vous parler des mycorhizes, qui est un sujet particulièrement intéressant de la biologie des sols. Et donc, du coup, ben, on va commencer. Alors, bon, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une mycorhize? Alors, une mycorhize, en fait, c'est le résultat d'une association symbiotique entre un champignon et une plante au niveau des racines. C'est-à-dire que le champignon et la plante vont vraiment s'associer de manière conjointe, de façon à ce que leur relation soit mutuellement profitable. Et on estime qu'environ 80%, 86% des plantes que l'on connaît dans le monde réalisent des symbioses mycorhiziennes. Donc c'est un succès évolutif certain. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que cette symbiose est très ancienne. C'est-à-dire qu'avant que les parties émergées soient colonisées sur Terre, quand la vie s'y est développée, eh bien, la vie était aquatique. Donc les champignons existaient aussi à cette époque-là sous l'eau. Et on s'aperçoit dans la taxonomie des champignons que les caractères ancestraux des champignons se caractérisent principalement par des spores avec des capacités natatoires, notamment des flagelles, qui leur permettaient justement de coloniser les milieux aquatiques qui leur convenaient pour leur croissance. Cependant, quand les plantes ont commencé à coloniser les milieux terrestres, on a assisté du coup à leur radiation évolutive, mais en même temps, on a assisté à la radiation évolutive des champignons. Et c'est ce que vous voyez ici sur la photo. C'est-à-dire que on a trouvé des traces fossiles, donc celles-là datant de 407 millions d'années, sur des fossiles de lycopodium, qui sont une plante qui n'existe plus maintenant. Mais du coup, ces lycopodes comportaient des traces de symbiose mycorhizienne et d'endophytes fongiques, aussi bien sur leurs tiges que dans leur appareil basal. Et donc, du coup, ça marque vraiment que les premiers champignons mycorhiziens à apparaître étaient des endomycorhizes, puisqu'ils pénétraient à l'intérieur de leur hôte. Mais avant que je vous présente un peu toutes les formes de mycorhizes qui puissent exister, on va parler d'abord des champignons. C'est-à-dire qu'il y a trois grands groupes de champignons qui sont capables de développer des mycorhizes avec des plantes, et ces grands groupes, vous les voyez ici. Donc tout d'abord, il y a les gloméromycètes, mais ceux-là, vous les verrez pratiquement jamais lorsque vous vous trimballez en forêt, en balade ou dans la nature en général, parce que c'est des champignons qui sont principalement filamenteux et qui font très rarement des fructifications. Là, je vous ai mis une fructification de glomus, mais c'est très très rare de pouvoir en observer. Ensuite, vous avez un clade que vous connaissez probablement, qui sont les ascomycètes. Donc là, vous reconnaissez probablement la morille et la pézise orangée, qui sont les formes typiques que l'on connaît. Et enfin, le champignon que pratiquement tout le monde connaît lorsqu'on parle de champignons, c'est-à-dire le champignon avec un pied et un chapeau, qui est en fait principalement représenté par la famille des basidiomycètes. Voilà. Et tout ce beau monde est capable de faire des mycorhizes. Et la principale, pas la principale, mais une des plus importantes familles de mycorhizes, ce sont les endomycorhizes, et particulièrement les endomycorhizes arbusculaires. Donc endomycorhize, ça veut dire qui pénètre dedans. Donc c'est représenté principalement par la famille des gloméromycètes et caractérisé par une absence en fait de manchons mycéliens autour de la racine dans laquelle les ifs, donc c'est-à-dire les filaments fongiques, pénètrent. Et ce qui est intéressant dans le cadre des endomycorhizes, c'est que l'if pénètre dans la cellule, c'est-à-dire que le champignon va développer une interface d'échange avec la plante directement dans le milieu cellulaire. Mais là, je vous ai parlé des endomycorhizes arbusculaires, mais il en existe plusieurs sortes d'endomycorhizes. Notamment, pour vous montrer la diversité qui existe, il y en a une tout particulière aux orchidées. Donc, les orchidées vivent sur les arbres, souvent, c'est des orchidées épiphytes, notamment en milieu tropical. Et dans ces milieux-là, le stress en eau et en matière organique est particulièrement fort. Et donc, du coup, elles ont développé des symbioses particulières avec des basidiomycètes très spécifiques pour pouvoir réaliser des endomycorhizes d'orchidées. Il y a aussi des éricacées, donc la famille du bleuet, etc., qui font des endomycorhizes, mais cette fois-ci avec des ascomycètes de la famille des pézis, dont je vous ai montré la photo précédemment. Et dans les deux cas, en fait, même si ce sont des clades différents qui réalisent des endomycorhizes avec ces différentes sortes de plantes, on a
la création de sortes de pelotons à l'intérieur des cellules du parenchyme cortical de la racine. Ensuite, toujours dans les endomycorhizes, on a les cystes qui réalisent des symbioses avec des champignons, des ascomycètes hypogées, les Terphésiacées, et qui, eux, sont des organismes qui forment des symbioses qui sont adaptés au climat méditerranéen, donc ça pousse sur des massifs calcaires avec un très gros stress hydrique et notamment la difficulté de s'approvisionner en nutriments. Et donc, du coup, ce sont des symbioses particulièrement spécialisées. Ensuite, la deuxième grande famille de symbioses mycorhiziennes, ce sont les ectomycorhizes. Alors ça, les ectomycorhizes, vous allez pouvoir les observer principalement chez les espèces ligneuses, plus particulièrement les arbres, et elles ne sont formées pratiquement exclusivement que de basidiomycètes. Et ces champignons, du coup, se développent essentiellement autour de la racine de l'arbre pour former un manchon mycélien qu'on appelle le manteau. C'est ce que vous voyez ici sur la photo. Et on voit ici qu'il y a la racine primaire et les petits globules que vous voyez là, en fait, c'est des racines qui sont entourées d'un manchon d'if qui s'appelle les manchons mycéliens. Et à partir de ces manchons, les ifs vont pénétrer dans la racine, mais rester dans le milieu intercellulaire et ne jamais rentrer dans les cellules de la plante. On appelle ça le réseau de Hartig. Et c'est ainsi en fait que l'interface d'échange entre le champignon ectomycorhizien et la plante va pouvoir se réaliser. Et enfin, la dernière forme de mycorhize que vous pouvez potentiellement observer chez les plantes, ce sont les ectendomycorhizes. Eux, en fait, c'est une association qui fait les deux. Elle est aussi bien à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur des racines sous forme de manchon, mais c'est une forme assez rare qui n'est observée que dans quelques familles de plantes, à savoir les Arbutacées et les Monopteracées, et c'est exclusivement réservé à des champignons basidiomycètes spécialisés, à savoir des cortinaires ou des bolets. Mais il faut savoir que dans le sol, les symbioses racinaires, ce n'est pas uniquement l'apanage des champignons. Et il ne faut pas confondre les symbioses racinaires des plantes comme les fabacées, qui réalisent des nodulations avec des bactéries, notamment du genre Rhizobium, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Et ces bactéries ont la capacité de fixer l'azote de l'air et de le rendre disponible pour son hôte, donc à savoir la plante fabacée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la création de nodules dans le cas des fabacées est stimulée par la mycorhisation de ces mêmes plantes en même temps que la création des modules, parce que vu que la plante va pouvoir avoir une meilleure nutrition grâce à la symbiose avec le champignon, elle va pouvoir du coup allouer plus de ressources à la fixation d'azote et donc du coup euh, être plus utile vis-à-vis de cette fonction. Mais bon, toutes ces structures qui se font entre plantes, enfin ces symbioses qui se font entre plantes et microbes, et donc entre plantes et champignons, eh bien ça se fait au départ à l'initiative de la plante. C'est-à-dire que la plante, lorsqu'elle va croître dans le sol, donc c'est ce que vous voyez sur le schéma ici, elle va émettre des composés chimiques qui vont être captés en fait par les spores de champignons ou par les filaments de champignons mycorhiziens qui sont aux alentours. Et en fait, par gradient de concentration, par chémiotactisme, ces champignons vont pouvoir migrer vers la racine et la coloniser. Et en fait, ces microbes-là, donc les champignons, les bactéries, etc., qui réalisent des symbioses au sein des racines, en fait, vont influencer le développement de la plante de manière importante et vont contribuer à sa protection contre les pathogènes du sol ou tout simplement augmenter sa capacité à pouvoir rechercher des nutriments dans le milieu dans lequel elle pousse. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il y a de plus en plus de preuves qui montrent que plus on a une diversité importante de micro-organismes et notamment de champignons mycorhiziens dans le sol, plus on va avoir une plante qui va avoir tendance à être en bonne santé. Voilà. Mais si on en revient aux champignons mycorhiziens en lui-même, donc on voit que la plante, elle influence le sol pour pouvoir attirer son microcosme microbien, mais en fait, le champignon, lui aussi, le champignon mycorhizien aussi va pouvoir influencer le sol et contribuer notamment à l'agrandissement extrêmement important du réseau racinaire, enfin du réseau de la plante. Et du coup, c'est ce qu'on voit ici. Sans mycorhize, la plante a une interface d'échange entre elle et le sol assez faible, et le mycorhize va lui permettre
d'augmenter cette capacité de captation jusqu'à au moins 80%. Et c'est aussi une autre chose, une autre particularité des champignons mycorhiziens et puis des champignons en général, c'est qu'ils font des filaments dans le sol. Ce que vous voyez ici, là, sur les 2 photos, qui ne sont pas des photos, ce sont des vidéos. C'est quelque chose de relativement nouveau qu'on a découvert chez les champignons, c'est qu'ils servent d'autoroute microbien dans le sol. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, les petits points verts qui se trimballent le long d'un if, eh bien, ce sont des bactéries. Et ces champignons vont pouvoir permettre en fait à tout le microcosme du sol d'emprunter l'interface labile, donc c'est-à-dire l'interface liquide entre l'if et le sol, pour pouvoir migrer. Et il faut imaginer le sol pas comme quelque chose de fixe, hein, c'est un environnement qui est très hétérogène avec des conditions de milieu qui peuvent changer d'un micromètre à l'autre. Et tout ce microcosme va pouvoir emprunter les autoroutes des champignons pour pouvoir aller d'un point A à un point B dans la rhizosphère. Et donc du coup, les champignons mycorhiziens ont un intérêt, enfin, ont une importance écologique extrêmement forte vis-à-vis de la communauté microbienne du sol. Mais ils ont aussi un impact à une autre échelle, c'est-à-dire que les champignons, s'ils interagissent avec les bactéries du sol et les autres organismes microbiens, ils ont des impacts ils ont des impacts tout à fait notables à l'échelle d'un écosystème entier. Donc ce que vous voyez sur la photo de gauche, là, ce ne sont pas des organismes mycorhiziens, hein, c'est une vieille souche ou un vieux poteau. Et ce bout de bois mort, là, il héberge tout un tas de champignons. Et ces champignons-là, c'est des champignons qu'on appelle des champignons décomposeurs ou des champignons saprophytes. Et il faut savoir que ici, là, dans la photo de droite, vous avez un petit pain avec son ectomycorhize, donc la fructification de son ectomycorhize. Et il y a en fait, il y a une convergence évolutive entre les champignons saprotrophes et ces champignons ectomycorhiziens, à savoir qu'ils sécrètent des enzymes qui sont capables de dégrader la matière organique et donc d'agir sur la décomposition de l'écosystème. Euh, c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, là, je vous ai montré que donc je vais vous parler de successions écologiques qui sont en rapport étroit avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire la dégradation de la matière organique et la construction d'un sol. Si vous imaginez un milieu totalement rasé, par exemple, après un écoulement de lave volcanique, donc vous avez un milieu totalement stérile, c'est ce que vous voyez à l'extrême gauche de l'écran. Donc, on va avoir en fait une succession de couverts végétales qui va tendre à une stabilité, ce qu'on appelle le climax. Et souvent, le stabilité climax, c'est la forêt qui va rester pérenne et qui, sans perturbation, ne changera jamais. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où on va avoir une augmentation du couvert végétal, on va avoir du coup des plantes herbacées annuelles qui vont commencer à coloniser le milieu précédemment vide de vie. Et ces herbacées annuelles vont venir aussi avec leur microbiome du sol et ces champignons mycorhiziens endomycorhizes qui vont structurer et perturber le sol de façon à créer un amoncellement de matière organique. Et petit à petit, au fur et à mesure que la succession se produit, on va avoir un shift de dominance entre la présence d'endomycorhizes dans le sol et la présence d'ectomycorhizes avec les arbres, etc. Et notamment un meilleur cycle du carbone qui va se réaliser, plus l'écosystème va se complexifier et atteindre le climax. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se passe dans les champs cultivés. Donc, dans les champs cultivés, nous, la plupart du temps, ce qu'on a en tant qu'humain, c'est des cultures de plantes annuelles qui ne font pas d'ectomycorhize, donc qui ne sont pas vraiment concernées par tout ce qui se passe en forêt. Par contre, ce qui se passe dans les champs, c'est qu'on a beaucoup d'endomycorhizes dans ces cultures. Et les endomycorhizes, s'ils ne dégradent pas énormément la matière organique, ils ont énormément de choses bénéfiques qu'ils apportent aux plantes. À savoir, ils sont capables de transporter le phosphate et les métaux, de solubiliser
solubiliser ce phosphate, de mettre à disponibilité les métaux du sol et de filtrer, de séquestrer et d'accumuler certains métaux en sol pollué. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains instants. À savoir que quand une plante, imaginez une plante sans symbiose, elle va pouvoir réaliser son petit réseau de racines à l'intérieur du sol. Et au bout d'un moment, la plante elle va avoir besoin de phosphate, de cuivre, de zinc, qui sont des éléments minéraux présents dans le sol, et notamment des éléments métalliques pour certains. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, il va se créer une sorte de zone d'épuisement autour des racines, parce que la plante ne va pouvoir puiser que là. Du coup, grâce au réseau mycorhizien, elle va pouvoir accéder à une surface beaucoup plus importante pour pouvoir capter pour pouvoir capter ces nutriments. Mais comme les AMF ne sont pas des composeurs, ils font appel à tout un tas d'autres micro-organismes, ici et là, que l'on appelle en fait le consortium microbien. Et ce consortium-là va permettre en fait à la plante de réaliser une symbiose avec un champignon mycorhizien, mais aussi de pouvoir s'interfacer avec le restant de la communauté qui fait partie de ce consortium. Et donc ce consortium, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut savoir que par exemple pour le phosphate, c'est le cas typique de la chose dont les plantes ont besoin, mais qui est particulièrement difficile d'accès. Ce que vous voyez ici là, sur la diapositive, c'est un feuillet d'argile où le phosphate en fait s'est associé avec du coup des ions, et il se trouve que la plante seule n'est pas capable de pouvoir y accéder. Cependant, si on la met en contact avec des champignons, on voit que la quantité de phosphate que la plante est capable d'ingérer est significativement supérieure à lorsque la plante n'est pas colonisée. Du coup, qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Eh bien, il se trouve que l'ion phosphate, il va être fixé par des oxydes de fer et d'aluminium dans les sols acides, et que les acides organiques qui sont produits par ces symbioses microbiennes, donc à savoir le champignon mycorhizien et son consortium, vont permettre en fait de mettre à disposition de la plante ces ces ions phosphates. Mais du coup, l'ion phosphate, le problème, c'est qu'à partir du moment où les acides microbiens font leur job et qu'ils le décrochent de son association avec les éléments ioniques comme le fer ou l'aluminium, eh ben, il va avoir la fâcheuse tendance de réagir avec le calcium qui est présent dans le sol et du coup à se précipiter et à ne plus être possiblement absorbé par la plante. Du coup, il va y avoir un double effet positif de l'acidité rejetée dans le sol par le consortium microbien, c'est que ça va déplacer en fait la réaction chimique à gauche et que le phosphate va pouvoir rester soluble sans qu'il soit précipité par la calcite. Et du coup, on a vu que ça, c'était ce qui se passait grâce au consortium mycorhizien pour l'absorption de phosphate. Mais la plante, elle a besoin aussi d'autres métaux, comme le cuivre, le zinc. Le consortium microbien va agir d'une façon similaire pour pouvoir rendre ça disponible à la plante. Ici, ce que vous voyez, c'est des feuillets d'argile de type phyllosilicate. Mais bon, il y a différentes sortes d'argile. Ce que je vous ai montré là précédemment, c'était un feuillet d'argile de type hydroxyde, notamment des hydroxydes de fer, mais il y a aussi hydroxyde d'aluminium. Et à partir de ces différentes argiles, le consortium microbien va toujours, en fait, va sécréter les mêmes acides organiques qui entrent dans l'assimilation du phosphate. Mais en plus, ces acides organiques qui sont utilisés peuvent chélater les métaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils les prennent dans le sol et ils les empêchent de réagir, c'est-à-dire en les emprisonnant dans une sorte de molécule. Et cette molécule va pouvoir faire migrer les métaux vers du coup le mycélium mycorhizien et donc du coup la plante et rendre disponibles tous les microéléments dont la plante a besoin, à savoir le cuivre, le zinc, le fer, le magnésium. Et tout ça, c'est grâce au consortium microbien. Cependant, si on a parlé de l'aspect minéral de ce qui se trouve dans le sol et de l'aide que les champignons mycorhiziens et leur consortium peuvent donner à la plante pour pouvoir les capter, il se trouve que dans le sol, il y a une portion significative du sol qui est constituée de matière organique. Cette matière organique, vous la voyez là c'est un joyeux bazar, et c'est un bazar organisé de façon moléculaire et qui est particulièrement complexe et notamment assez stable.
Et donc, dans cette matière organique, on retrouve le cuivre, le zinc et le phosphate qui sont particulièrement importants pour la plante. Donc, dans le sol, par exemple, pour le phosphate organique, vous allez le trouver sous 3 phases. Donc, vous avez le phosphomonoester, le phosphodiester et le phytate. Et ce que vous voyez, c'est que la troisième forme, à savoir le phytate, c'est l'écrasante majorité du phosphore organique que vous avez trouvé dans le sol. Et ça pose un problème parce que la structure de la molécule que vous voyez ici est particulièrement difficile à hydrolyser. En effet, on a une structure avec énormément de liaisons covalentes et du coup, l'énergie pour pouvoir réaliser, pour pouvoir la casser tout simplement et la rendre assimilable est assez importante. Du coup, la plante qui est incapable de pouvoir faire ça va de nouveau faire appel à son consortium mycorhizien. Et là, en fait, c'est que l'absorption de phytate va être conditionnée à l'hydrolyse de la phytate et donc du coup à la phytase. Et la capacité du consortium mycorhizien à pouvoir sécréter de la phytase va être l'élément limitant qui conditionnera l'absorption de ce phytate. Et il se trouve que les gens se sont dit, mais puisqu'on utilise des engrais organiques, notamment du lisier ou du fumier, si on donnait à manger de la phytase en même temps que les grains à nos cochons, eh bien peut-être que du coup, on aurait la possibilité d'améliorer l'absorption de phosphate en général pour les plantes dans le sol. Eh bien, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'à partir du moment où on met trop de phytase dans l'alimentation des porcs, eh ben, on rend le phosphate beaucoup plus labile et il va être lessivé et du coup, on va perdre beaucoup de phosphate. Donc, tout est une question d'équilibre dans le sol et que ces équilibres doivent être traités avec beaucoup de prudence. Et si c'est le cas pour le phytate, c'est aussi le cas, par exemple, pour le cuivre, qui est un élément bénéfique pour la plante à petite dose, mais toxique à trop forte dose. Et il se trouve que lorsqu'on enrichit la ration des porcs qui est utilisée pour l'épandage de fumier ou de lisier, eh bien, on va diminuer de façon drastique la diversité des champignons mycorhiziens dans les champs cultivés. Et donc ça provient d'une étude qui a été réalisée dans le cadre de la maîtrise de Benoît Bérubé en 2018 auprès d'Agriculture Canada et de l'Université Laval. Et en fait, on a constaté un shift total à partir du moment où on amendait en lisier de porc les champs avec une augmentation justement du cuivre. Et cette augmentation de cuivre était liée justement à une dislocation de la diversité fongique et avec une recrudescence en fait de certaines familles de champignons. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait sur le long terme, parce que c'est des choses qui étaient assez inconnues au départ, mais il faut savoir que ça a un effet et que cet effet pourrait potentiellement être détrimental pour les cultures. Mais bon, les champignons, ils ne font pas juste qu'aider la plante à accumuler des nutriments bénéfiques pour sa croissance. Les champignons mycorhiziens, ils vont permettre aussi de capter des métaux lourds. Donc les métaux lourds, c'est des choses qui sont naturellement présents dans les sols ou qui sont présents dans des sols pollués aussi, comme par exemple le plomb, le cadmium et le chrome, qui sont des problématiques par exemple de friches industrielles ou même de contamination. Et les champignons mycorhiziens vont pouvoir réduire ou augmenter l'absorption des métaux en sol pollué selon les combinaisons en fait, entre la plante et le champignon que l'on décide de pouvoir planter sur ces sols. Donc, à savoir que lorsqu'une plante et son champignon mycorhizien sont exposés à des forts taux de toxicité métallique dans le sol, le champignon va agir comme une barrière. C'est-à-dire que ces ifs qui sont justement aux alentours des racines sont recouverts en fait d'une paroi chitineuse. Et cette chitine en fait, va pouvoir capter les ions et pouvoir les acheminer à l'intérieur du champignon pour pouvoir être piégés dans des vacuoles. Les vacuoles, c'est ce que vous voyez là sur la petite cellule de droite. Et en fait, c'est un organite de la cellule, donc une partie de la cellule du champignon, qui va piéger tout ce que le champignon n'a pas besoin. En gros, c'est la poubelle cellulaire. Et les métaux lourds vont pouvoir être piégés dans cette poubelle. Et dans le règne donc, des champignons, notamment sur certains champignons mycorhiziens, on a identifié des gènes particuliers qui contribuent justement à des absorptions de métaux et de métaux lourds particuliers. Ici, vous voyez qu'on a
le bolet qui revient plusieurs fois, hein, avec l'absorption de zinc, le transport de l'excès de zinc. On a aussi les tricholomes, le laccaire bicolore, qui est un champignon ectomycorhizien qui est utilisé en foresterie pour augmenter la croissance cambiale des épicéas, notamment, très utile. Et qui est capable, par exemple, de chélater le Cu, le cuivre et le cadmium dans le cytosol. Bref, ce qu'on voit, c'est que vis-à-vis des champignons mycorhiziens, on a un spectre donc on a la capacité d'absorber des métaux, et le couple hôte champignon va avoir différentes capacités justement vis-à-vis de l'augmentation de métal. C'est ce que vous voyez ici là, sur ce tableau. On a des couples qui marchent très très bien. Par exemple, Diversispora versiformis avec Solanum nigrum est tout à fait capable de pouvoir donc du coup augmenter la biomasse produite et augmenter la concentration de métaux. Donc ça, c'est très intéressant dans le cadre de la détoxification des milieux perturbés. Mais on a par exemple des choses comme le piment qui arrive justement à faire des choses assez intéressantes vis-à-vis de la captation de métal, à contrario de certaines autres symbioses qui ne sont pas particulièrement intéressantes vis-à-vis de cette captation. Voilà. Donc, pour récapituler, on a un consortium mycorhizien qui va permettre à la plante d'améliorer sa nutrition phosphatée, l'absorption d'eau, qui va aussi réduire son stress, du coup, par la production d'antioxydants, qui va reprogrammer l'expression des gènes de la plante pour pouvoir transporter, détoxifier, séquestrer des métaux et, du coup, au final, pouvoir avoir un intérêt en phytoremédiation. Et ça va aussi activer des gènes de la plante impliqués dans sa protection contre les pathogènes ou le stress hydrique. Donc c'est vraiment très, très utile tout ça. Voilà. Mais du coup, dans un champ, le champ, on ne va pas le laisser tranquille. On va s'en occuper pour pouvoir augmenter sa productivité, etc. Et là, on va s'intéresser dans cette partie-là, plus particulièrement à l'effet de la mécanique, donc à savoir du labour, sur la phélonologie de l'holobionte, et de voir comment est-ce que les mycorhizes vont réagir à cette perturbation mécanique. Donc pour ça, en fait, je vais principalement utiliser les résultats du docteur Kabir, qui a étudié l'impact du travail du sol à l'université McGill et qui a fait une synthèse des connaissances particulièrement brillante en incluant les sujets du travaux du groupe du professeur Murray Miller de l'université de Guelph dans un compte-rendu qui est disponible, je crois, dans le Canadian Journal of Plant Science. Et du coup, c'est parti. Donc, lorsque une charrue comme celle que vous voyez ici est utilisée, elle va en fait retourner le sol sur 20 cm. Le problème, c'est que les 20 cm qui vont se retrouver à la surface du sol, c'est de la terre sans micro-organismes mycélien. C'est-à-dire que le mycélium, en fait, il va réagir en tant que propagule et que le mycélium, il va rester dans les 5 cm supérieurs du sol. Ce qui fait qu'au fond du sol, à 20 cm après le labour, on va se retrouver avec le mycélium qui se retrouve à une profondeur inhabituelle et la plante qui va germer, qui va se retrouver avec un espace de terrain extrêmement faible en réseau mycélien. Et ça, du coup, ça va avoir un impact assez fort. C'est-à-dire que la diversion du coup de photosynthéta que la plante va avoir besoin d'acheminer pour pouvoir faire croître son réseau microbien va être nécessairement plus importante parce que les propagules qui se retrouvent à 20 cm vont avoir besoin de migrer vers la racine pour pouvoir établir la symbiose et se reconnecter et pouvoir recréer une sorte de réseau microbien et de réseau diff qui va permettre à la plante de se nutrir. Et donc, du coup, on a une asynchronie du développement de l'holobionte, à savoir la plante et de ses micro-organismes qui se développent. Et donc, du coup, une inefficacité de croissance et de nutrition au sein du champ. Et donc, cette réduction du rythme de croissance, notamment, est due au drain de carbone et de phosphate qui est alloué au réseau microbien en reconstruction. Et ça va avoir justement des problèmes vis-à-vis de la colonisation racinaire. C'est-à-dire que les champignons agrosifs et à grande spore vont généralement contribuer à disparaître. Et le problème, c'est que c'est ces champignons-là qui ont la meilleure entre guillemets qualité
de symbiose mycorhizienne, et ils vont laisser en fait les petits champignons à petites spores et à ifs à ifs très fins, comme les champignons les glomérales, à savoir Rhizophagus irregularis, Dominica indica, etc. Et le problème de ces champignons, c'est que même s'ils sont vendus en inoculum, il y a certaines études qui montrent en fait que dans des cas particuliers, ils peuvent être détrimentaux à la plante. C'est-à-dire que la symbiose se fait, mais la symbiose coûte plus à la plante que ce qu'elle lui rapporte, et donc du coup, on aboutit à des baisses de rendement. Donc, même si ces effets ne sont pas aussi néfastes que ceux d'un pathogène, il est intéressant de voir que les pratiques agricoles, notamment de mécanisation agricole et de retournement de sol, sur une trop grande profondeur, nuisent tout simplement aux bénéfices que peuvent apporter les symbioses mycorhiziennes aux, aux plantes avec lesquelles on fait des symbioses. Le truc qui est intéressant, c'est que ces symbioses-là, cette perturbation de symbiose pourrait potentiellement être mitigée par l'apport en mauvaises herbes. Et oui. Ces mauvaises herbes-là, bon, il y a des adventices, notamment que vous voyez ici, là, qui sont particulièrement admirables. Donc, il y a certaines adventices qui font des mycorhizes, même d'autres qui fixent l'azote, et d'autres qui ne le font pas. Le truc qui est intéressant, c'est que il y a la majorité des adventices qui font des symbioses mycorhiziennes. Et avec ça, peut-être que l'on pourrait pouvoir arriver à faire des symbioses, enfin à pouvoir réguler les symbioses au sein du champ. Parce qu'à partir du moment où on a une monoculture et donc du coup un paillage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire du blé par exemple, mais une fois que le blé est coupé, le champ va rester comme ça, et du coup, est-ce que c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour la biologie du sol? euh, C'est quelque chose à discuter. C'est-à-dire qu'il serait peut-être intéressant de pouvoir arriver à réaliser des traitements incluant des adventices qui permettraient de revitaliser le microbiome du sol. Et du coup, c'est intéressant parce que le couvert végétal, dans mon doctorat, j'ai pu m'intéresser justement aux rotations de culture. Et les rotations de culture, en fait, c'est des successions de couverts végétales. Et ce couvert végétal va permettre en fait aux plantes d'influencer le sol et donc du coup d'influencer les champignons mycorhiziens qui s'y trouvent. Bon. Dans le cadre du canola, nous, on s'est intéressé justement à des rotations de culture de plus en plus diversifiées. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans les rotations de culture diversifiées, on avait le plus haut rendement. Par contre, on n'avait pas forcément d'impact sur la diversité des rotations, sur la diversité des champignons. Mais par contre, on avait un impact sur les champignons au sein des rotations, c'est-à-dire la diversité des rotations influençait la composition des communautés de champignons. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Par contre, chez les bactéries, c'était pas vraiment le cas. Donc du coup, on a le couvert végétaux et globalement les pratiques agricoles qui influencent ce qui se passe dans le sol. Et donc en agriculture, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'utiliser le phosphate, parce que quand on n'en met pas, le phosphate, ça produit ça produit des baisses de rendement. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on va mettre du phosphate en grande quantité dans les champs, le phosphate va soit migrer vers le phosphate de réserve, qui n'est pas disponible pour la plante, ou il va tout simplement ruisseler. L'objectif étant d'avoir une nutrition efficace en mettant peu de phosphate, en évitant un ruissellement et en augmentant la capacité d'absorption des sols pour pouvoir rester sur un objectif de rendement raisonnable. Mais pour ce faire, il va falloir trouver des solutions, à savoir peut-être prendre en compte le fait que les rendements puissent être réduits ou gérer de façon optimale la production avec justement des processus agricoles prenant en compte le microbiome. Aussi, je pense il est quelque chose d'important en matière de production agricole d'arriver à produire autrement et à trouver de nouveaux mécanismes pour pouvoir gérer de façon avec de l'ingénierie écologique les champs cultivés, à savoir en utilisant par exemple des couverts optimisés, en utilisant des phytases avec raison dans la ration des animaux qui sont utilisés en élevage pour pouvoir produire, par exemple, les lisiers ou les
des amendements organiques et tout simplement, par exemple, ce que je vous ai montré ici, là, c'est une photo de l'INRA, donc de l'Institut national de la recherche agronomique en France, où ils expérimentent d'autres façons de faire pousser le blé avec des transitions agroécologiques, notamment des arbres, et puis booster les interactions plantes-plantes et plantes-micro-organismes au sein des champs, de façon à pouvoir penser l'agriculture de demain. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. C'était très intéressant de pouvoir faire cette conférence auprès du CRAC. Merci encore. Donc, si vous avez des questions, je pense que ça sera Merci. bientôt le moment de les poser. Oui, bien, effectivement, on est déjà rendu à la période de questions. On en a eu quelques-unes. Alors, merci, Jean-Baptiste, pour ta présentation. Alors, on va y aller un petit peu dans l'ordre des deux premières questions. Je dis les deux premières parce qu'il y a comme deux questions qui sont venues back-to-back, puis dans le fond, ils se ressemblent. Fait que je vais te les poser comme les deux en même temps parce que je crois que la réponse va se ressembler. Alors, la première question, c'était les bactéries qui voyagent sur les autoroutes fongiques se trouvent à l'extérieur des ifs, pas à l'intérieur. Puis la question suivante, c'est comment les bactéries peuvent se déplacer sur les ifs? OK. Alors voilà. Alors, donc les questions sont vraiment liées. Donc, les autoroutes fongiques, en fait, alors, il existe des bactéries qui pénètrent à l'intérieur des champignons, mais ça, c'est des symbioses qui vont se faire entre bactéries et champignons. Et le champignon va pouvoir utiliser ces bactéries pour pouvoir produire différentes enzymes pour pouvoir arriver à sa nutrition. Mais ce que je vous ai montré vis-à-vis du film des autoroutes fongiques, c'est qu'en fait, c'est n'importe quelle bactérie qui a des capacités natatoires va pouvoir utiliser l'interface labile entre le sol et l'if pour pouvoir passer d'un point A à un point B dans le sol. Voilà, donc c'est vraiment à l'extérieur. À l'intérieur, ça, c'est des endophytes et c'est très différent biologiquement et notamment vis-à-vis de l'interaction champignon-bactérie. Ensuite, le fait de comment ces bactéries peuvent se déplacer, ben, c'est simple. Les bactéries, elles peuvent avoir différents moyens de locomotion, à savoir des flagelles ou des poils à l'extérieur de enfin, sur leur cuticule. Et ça va, en les agitant, elles vont pouvoir, de manière assez random, se déplacer, mais elles vont pouvoir suivre des gradients de concentration et se déplacer le long des ifs comme ça. Merci. La prochaine question, par rapport aux métaux lourds qui sont emmagasinés dans les vacuoles du champignon à l'intérieur de la plante ou dans le champignon dans le sol. Autrement dit, peut-on retirer la plante et ainsi retirer les métaux lourds? Alors oui, c'est en fait c'est une double emmagasination, si je puis parler comme ça. C'est-à-dire que le champignon va stimuler, donc du coup, le champignon lui-même, il va séquestrer des métaux lourds. Mais la plante aussi va en séquestrer dans ses vacuoles, notamment c'est le cas de Miscanthus, qui est très utilisé en, comment s'appelle, en phytoremédiation, qui capte très très bien le cadmium notamment. Et cette plante-là, elle va pouvoir être plantée, puis déracinée et incinérée pour pouvoir essayer de détoxifier les sols petit à petit. Cependant, il serait intéressant de voir aussi si, par les fructifications fongiques, on serait capable d'arriver à des choses de la sorte et du coup d'augmenter en fait les deux. Mais il y a vraiment une séquestration de ces métaux lourds par le champignon et par la plante en même temps. Mais ça dépend des couples champignons-hôtes. C'est-à-dire que parfois, ça va être juste le champignon, parfois, ça va être juste la plante ou les deux. Il y a vraiment une diversité de profils qui est intéressante là-dedans. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, prochaine question. Y a-t-il des études de l'effet des pesticides, fongicides, insecticides, herbicides sur les mycorhizes? Alors oui, il y en a beaucoup. Je vous avoue que je ne suis pas très au fait de ce qui s'y est dit dans ces études, mais par exemple, je sais qu'il y en a une qui a fait beaucoup de coulées d'encre à propos du glyphosate et de son utilisation très répandue dans l'agriculture conventionnelle, et donc du coup de l'influence que ça pouvait avoir sur le microbiome du sol. Et bon, c'est pas concluant, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup d'études qui montrent que des effets faiblement significatifs ou d'autres effets pas concluants du tout. Et il y a beaucoup de molécules, en tout cas, qui sont épandues dans les sols. Et le fait est que ces molécules ont un impact sur les sols. Le problème, c'est que pour l'instant, comme le sol, c'est quelque chose de très complexe, qu'on a quand même pas mal de difficultés à observer, hein. Là, on commence vraiment Là, ce qu'on présente actuellement en microbiologie, c'est les balbutiements de ce qu'on connaît, parce qu'on peut avoir
accès, ça je vous en parlerai dans la conférence prochaine, mais on a accès justement à un pool d'organismes dans le sol qui est extrêmement fort. Et donc du coup, connaître tout ce qui se passe vis-à-vis de ces organismes, c'est relativement difficile. Cependant, on sait que oui, ce qu'on épand dans le sol, ça impacte les communautés microbiennes, mais dans quelle mesure, ça dépend en fait ça dépend de la molécule qui est épandue. Merci beaucoup. La prochaine question. Pouvez-vous répéter les liens entre les grosses mycorhizes, Glomus species, le labo profond et les symbioses désavantageuses pour les cultures? Ok, alors lorsqu'on va labourer, en fait, on va retourner le sol sur 20 cm. Et les mycorhizes, qui sont globalement des organismes assez fragiles, vont créer un réseau, en fait, une sorte de tissu d'if qui va recouvrir tout le champ, mais à 5 cm d'épaisseur. Et il se trouve que lorsque on retourne la terre, c'est-à-dire avec une charrue, hein, on va retourner du coup ces 20 cm d'épaisseur, et en gros, les 5 cm où il y avait le champignon, il va se retrouver en bas dans le sol, à 20 cm de profondeur, ce qui est des conditions environnementales qui sont pas géniales pour la survie comment s'appelle, des mycorhizes, enfin des champignons mycorhiziens, et notamment les champignons mycorhiziens les moins compétitifs qui ont besoin le plus d'énergie pour pouvoir pousser parce qu'ils ont des gros ifs et des grosses spores, à savoir les champignons dont j'ai parlé. Et ces champignons-là, en fait, ils vont être totalement évincés en fait du sol parce qu'ils sont tout simplement pas capables de pousser suffisamment vite pour pouvoir rejoindre la plante qui est en train de pousser en haut et pour pouvoir reconstituer le réseau mycélien. Et en fait, ça va être supplanté par des organismes mycéliens et donc symbiotiques, mycorhiziens, qui vont être beaucoup plus fins et à petites spores et qui vont pouvoir être plus compétitifs. Le problème, c'est que être plus compétitif en tant que champignon ne signifie pas être un meilleur symbiote. Et donc, du coup, même si ces champignons sont reconnus comme étant mycorhiziens, symbiotiques et bénéfiques pour la plante, dans certains cas, ils vont aboutir à des baisses de rendement et donc, du coup, à une moins bonne performance du consortium microbien pour la plante. Merci. On a quand même beaucoup de questions, puis on a du temps, fait que c'est le fun. On va pouvoir en C'est passer encore chouette. quelques-unes. Il y en a une ici qui voulait avoir ton opinion. Quelle est l'efficacité des inoculants mycorhiziens vendus dans les jardineries? Euh, Ça dépend de plein de choses en fait. Les inoculants mycorhiziens, au départ, ça va permettre en fait de saturer le sol, dans lequel, notamment si vous faites pousser des plantes en pot, ça va être très efficace parce que le sol va être directement saturé d'un inoculum qui est prouvé comme étant bénéfique pour la plante. Le problème, c'est que si vous épandez ça dans un champ, eh ben, il va y avoir des contraintes biotiques qui ne sont pas prises en compte du tout par les essais en serre. Et dans le champ, la réussite ou l'échec d'un inoculum mycorhizien, c'est lancer un dé. Ça va être aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de réussite et ça peut tout à fait être nul. Et la plante va tout simplement pas éprouver de besoin particulier de faire une symbiose avec ce champignon dans les conditions environnementales données. Ça peut être très très divers. Et le problème en fait, c'est que actuellement, le plus grand challenge pour ces inoculums microbiens, ça va être justement d'être consistant sur tout un tas de gradients environnementaux dans lesquels les plantes poussent pour pouvoir arriver à une meilleure disponibilité. Cependant, moi, je ne vous dirais pas que ça ne sert à rien. C'est quelque chose à considérer dans l'utilisation d'un champ parce que ça permet justement de revitaliser le microbiome du champ et de permettre justement une sorte de mutation des pratiques agricoles qui vont aboutir justement à comment s'appelle une modulation microbienne dans le champ qui sera plus intéressante pour la plante, quoi, et pour les plantes qui seront cultivées après, quoi. Merci. Là, la prochaine question est un petit peu longue, alors porte attention. Ok. À votre connaissance, est-ce que les arbres situés dans les champs pourraient agir à titre de réservoir de champignons mycorhiziens pour favoriser l'inoculation des cultures? D'autre part, est-ce qu'on pourrait envisager l'existence d'un réseau mycorhizien partagé entre les arbres et les cultures à travers duquel il pourrait y avoir un partage de ressources entre végétaux? Alors, c'est tout à fait intéressant parce que oui, en effet, les arbres
peuvent permettre en fait la constitution et la stabilité, en fait, contribuer à la stabilité microbienne dans le sol. Notamment, c'est sur la dernière image que j'ai montrée avec la moissonneuse-batteuse, le champ de blé constitué de rangées d'arbres. Et ça dépend de l'espèce d'arbre. Parce que la majeure partie des arbres forestiers, ils font des ectomycorhizes, et ces ectomycorhizes ne sont pas vraiment partagées avec les plantes en champ, qui elles sont plutôt des plantes endomycorhizes. Mais si, il y a certains arbres qui font des endomycorhizes, et ceux-là en fait peuvent se connecter au réseau qui relie déjà les cultures. Et donc du coup, on va avoir une complémentarité entre les arbres qui sont plantés et la culture, et la culture qui pousse en dessous. De plus, plus encore qu'un partage d'inoculum fongique, on va avoir aussi une action physique de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, il va faire de l'ombre aux cultures, et cette ombre, en fait, va être favorable au développement des micro-organismes du sol, parce qu'il va défavoriser l'assèchement en fait, de la couche des 5 premiers centimètres de sol, et donc du coup, une meilleure activité décompositrice et du coup, de captation de nutriments. Et donc ça, après, là, notamment dans les champs expérimentaux de l'INRA, on a constaté des augmentations de rendement très nettes en absence d'épandage de quoi que ce soit, c'est-à-dire juste avec les arbres et puis le blé qui pousse. Sans les arbres, le blé est bien moins performant. Bien, je pense qu'il y a une question qui est un petit peu en lien avec cette question-là. On demande si le mycorhize a besoin des échanges avec une racine vivante pour survivre dans les sols, ou il peut être autonome. Alors ça, je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement, un champignon mycorhizien, c'est un symbiote strict. C'est-à-dire que il va pouvoir, comment dire, sous forme hyphale, hein, il doit avoir comment ça s'appelle, une interaction avec la plante pour pouvoir vivre, parce que c'est la plante qui lui apporte les photosynthétas et donc les sucres nécessaires à sa respiration. Cependant, les spores vont pouvoir subsister un bon moment dans le milieu, et donc du coup pouvoir quand même faire en fait la réserve d'inoculum, c'est une réserve de spores et pas forcément de champignons vivants. Voilà. Mais le champignon vivant va nécessairement avoir besoin de son hôte pour pouvoir tout simplement vivre, quoi. Merci. La prochaine question sur un autre registre. Quel effet ont les semences traitées aux fongicides sur le développement des champignons? Bah, c'est désastreux. Il ne va pas y avoir de développement, tout simplement. Ça va tuer les champignons, et voilà. Et donc, du coup, ça va. Bon, probablement que ça, les effets vont diminuer au fur et à mesure que la plante va croître, mais la plante va avoir énormément de difficultés à pouvoir réaliser des symbioses. Ça, c'est clair, vu que les symbioses, en fait, l'impact des symbioses sur la santé de la plante est plus particulièrement efficace lorsque la plante commence à croître, parce que c'est là qu'on a la plupart des fontes de semis et des pertes. Donc, si la plante n'est pas capable de pouvoir se protéger à ce moment-là comment dire, en utilisant son microbiome, bah, du coup, ça va être problématique pour elle, quoi. Qu'est-ce que vous ajoutez à la ration des animaux pour inoculer le fumier? Alors, on n'inocule pas le fumier, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment, d'un point de vue chimique, l'élément limitant pour l'absorption de phosphate, hein, qui est la chose dont on a quand même pas mal parlé dans la conférence, c'est la phytase. Et la phytase, les seuls organismes qui sont capables d'en produire, c'est les organismes du consortium mycorhizien. Et le truc, en fait, c'est qu'elle va être en quantité limitée, cette phytase. Donc, du coup, pour pouvoir avoir comment dire, une disponibilité du phosphate prélevé de la matière organique sous forme de phytate, il va falloir casser ce phytate. Et ce phytate-là, en fait, il ne va pas être entièrement absorbé par la plante. Donc, pour pouvoir améliorer son absorption, on s'est dit que, vu que l'alimentation et ce qui est épandu, c'est principalement du lisier de porc, ça serait intéressant de donner de la phytate en même temps que donner des grains au porc pour pouvoir les retrouver à la sortie, et pouvoir arriver à moduler justement cette hydrolyse du phytate dans le sol pour pouvoir le rendre disponible aux plantes. Le problème, c'est que si on le fait trop, eh ben, on va retrouver la même chose que lorsqu'on met trop de phytate dans le sol, c'est-à-dire qu'on va séquestrer du phytate et on va séquestrer du phosphate, et ce phosphate va devenir soit soluble et partir avec les flux d'eau, soit calcaire, et ça va devenir impossible à prélever, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va peut-être prendre comme une dernière question qui est un petit peu double. En tout cas, je vais te la poser. C'est parce que j'ai vu comme deux questions qui se ressemblaient. Alors, c'est quelles sont les mycorhizes qui arrivent à faire des symbioses avec le canola, une plante récente créée par les humains? Est-ce que je me trompe en disant que c'est une plante transgénique et que même des variétés Roundup Ready existent sur le marché canadien? Puis l'autre question, c'est pourquoi les crucifères se laissent peu coloniser par les mycorhizes? Alors, donc, les crucifères, donc les brassicacées, c'est la famille du canola. Et c'est une famille qui est connue pour ne pas faire de mycorhizes. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans la littérature scientifique, tout le monde globalement dit il n'y a pas de mycorhizes chez le canola. Alors, c'est plus mitigé que ça. C'est-à-dire que, bon, là, je suis en train de travailler sur des données qui vont être en publication dans quelques mois bientôt. Et il y a des mycorhizes arbusculaires dans la rhizosphère du canola et dans les racines du canola. Le problème, c'est que, bon, qu'est-ce qu'ils y font? Parce que la plante ne réagit pas vraiment à la présence enfin, c'est-à-dire ce n'est pas, elle n'a pas la nécessité de faire ces symbioses-là, et elle s'en sort très très bien, sans aucun problème, comme toutes les autres plantes de cette famille, sans pouvoir faire de symbiose mycorhizienne. Et en fait, elles vont faire d'autres symbioses, notamment avec des bactéries endophytes etc. Et ensuite, et le truc en fait, c'est qu'elles assurent elles-mêmes leur protection contre les attaques racinaires par l'émission en fait de molécules toxiques pour les champignons. Donc du coup, des champignons symbiotiques, ils vont avoir du mal à réaliser des symbioses avec ces plantes-là parce que elles n'y sont tout simplement pas adaptées. C'est un autre choix de nutrition que le fait de passer par des champignons mycorhiziens. Et le fait que cette plante soit créée par des humains, bon, oui, elle a été créée au bout d'un moment, mais c'était surtout par des processus d'hybridation. Et lorsqu'on crée une plante par hybridation, on prend quand même des poules génétiques qui étaient précédemment connues dans la nature pour pouvoir arriver à un mix en fait de ces poules génétiques vis-à-vis de ce qu'on attend en matière de productivité, etc., vis-à-vis de cette plante-là. Et donc le fait qu'elle soit OGM avec des gènes pour pouvoir résister au Roundup ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ça puisse impliquer particulièrement ce qu'elle fait vis-à-vis de l'établissement des symbioses bactériennes ou tout simplement de la pénétration des ifs mycorhiziens dans la racine de la plante. Par contre, le fait est que cette plante est une plante particulièrement intéressante parce qu'elle aboutit à, vu qu'elle ne fait pas de symbiose microbienne, le pool microbien de sa racine et de son environnement racinaire va être beaucoup plus simplifié. Et c'est une des raisons en fait pour lesquelles j'ai pris cette plante comme plante modèle, c'est parce que c'est suffisamment compliqué de travailler avec des communautés de sol que d'avoir à se compliquer la vie avec une plante qui en fait beaucoup, comme par exemple les fabacées qui font de la mycorhisation, des nodules avec rhizophagus, avec des bactéries fixatrices d'azote, etc., etc. Donc là, on voulait avoir le pool le plus restreint possible de symbiotes pour pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans un milieu simple. Voilà. Mais du coup, j'ai un peu digressé. Et du coup, oui, bon, c'est une plante qui est intéressante, mais du coup, en effet, qui est OGM. Et je ne pense pas que le fait qu'elle soit OGM pour pouvoir résister au Roundup ou à autre chose, hein, c'est la molécule anti-mauvaise herbe, herbicide, voilà, qui va changer quoi que ce soit au niveau des racines, je pense.